Vous écoutez l'épisode 100 du podcast Business en spa et esthétique. Je réponds à vos questions. Bienvenue sur Business en spa et esthétique, le premier podcast du secteur du spa et de l'esthétique en France. Je suis Tiffaine Modeste, la créatrice et directrice d'Expertise Spa Bien-être, et avec mon équipe, nous accompagnons les professionnels du spa et de l'esthétique qui veulent réussir. À chaque épisode de ce podcast, je vous propose de découvrir les meilleures astuces que j'ai mises en place au cours de ma carrière et qui m'ont permis d'atteindre le 1 million d'euros de chiffre d'affaires, les outils que je partage avec nos clientes et leurs histoires de réussite, et les témoignages des grands acteurs de notre secteur. Aujourd'hui, je suis ravie de vous retrouver pour le 100e épisode de ce podcast. Quel chemin parcouru! Ça fait bientôt 2 ans que nous allons commencer à parler avec vous tous les jeudis. Avant de commencer, je voudrais remercier tous mes auditeurs et auditrices pour vos écoutes, puisque si ce podcast est un succès, c'est vraiment grâce à vous qui me suivez, qui m'écoutez, et je vous remercie aussi pour les nombreux messages que je reçois. Vous le savez sans doute, tenir un podcast, c'est une sacrée organisation et je vous avoue que vos retours me motivent vraiment. Alors pour cet épisode événement, mon équipe m'a proposé d'inverser les rôles. Comme je suis un petit peu joueuse, je suis aujourd'hui avec Cynthia, business motor au sein d'Expertise Spa Bien-être, que vous connaissez déjà puisqu'on a déjà enregistré des épisodes ensemble avec Cynthia. Et cette fois-ci, en fait, je deviens l'invitée de mon propre podcast. Exactement. Bonjour Tiffaine, bonjour à tous. Alors ça fait vraiment bizarre d'échanger les rôles puisque généralement on se laisse porter par toi et c'est nous qui sommes tes invités. Alors pour commencer, joyeux anniversaire de podcast. Je sais pas si on peut le dire comme ça, mais peut-être que ça s'y prête aujourd'hui. Un bel anniversaire, c'est 100. Donc pour ton 100e épisode, en effet avec l'équipe, on t'a proposé d'échanger les rôles et on a voulu demander à nos clientes et auditrices si elles avaient des questions à te poser. Lesquelles seraient ces questions? Donc on a récolté une 30aine de questions. Donc en tout cas merci à toutes et tous d'y avoir répondu lorsqu'on vous a sollicité. Et bon, bien sûr, pour éviter que cet épisode dure une éternité, on a fait une sélection de super questions qui ont été posées pour toi. Est-ce que tu es prête? La crème de la crème. Allez, on est parti. C'est bon. Alors, la première question nous vient de Céline. Comment Tiffaine s'organise pour enregistrer ses podcasts et trouver les thèmes? Alors, c'est une première question qui me fait rire, voire sourire, et je pense que ça fait rire aussi l'équipe derrière. Alors, pour la partie organisation, on programme les sujets toute l'année avec Chloé, qui est chargée de la communication chez Expertise Spa Bien-être. Et puis chaque semaine, j'ai du temps dans mon planning qui est programmé pour les écritures des contenus. Et puis j'ai aussi du temps d'enregistrement. Donc ça, c'est récurrent et je programme ça toutes les semaines. Ensuite, à chaque fin d'épisode, on envoie au monteur et Chloé s'occupe de publier sur les différentes plateformes et de créer la communication autour de chaque épisode. Alors, bien sûr, on fait ça sur un calendrier à l'année parce que je suis un peu toquée de la gestion du temps et j'aime beaucoup planifier. Mais on a énormément de changements finalement dans une année parce qu'on fait évoluer les sujets. Parfois, on a des opportunités d'interview ou bien des sujets que j'ai vraiment envie de traiter dans un épisode. Ou bien c'est aussi parfois un peu des épisodes plus température de ce qui se passe sur le terrain ou un ressenti. Donc il y a des évolutions, il y a des changements. Mais voilà, on a une ligne éditoriale qui est faite pour l'année. Et alors quand je disais que c'était un peu rigolo, c'est que mon installation pour enregistrer ces podcasts, c'est franchement artisanal. Les premiers podcasts, je les enregistrais dans ma chambre, dans mon lit, avec une pile de coussins autour de moi pour que ça camoufle un peu les résonances. Donc ça, c'était avant d'avoir un micro de podcast. Et depuis quelques épisodes, je suis désormais équipée. Donc je n'ai plus à aller me cacher sous la couette pour camoufler un peu les bruits parasites.
Avec la première fois que tu nous as donné un peu les coulisses de ton installation, ça nous a fait beaucoup rire. Ce dont j'ai besoin aussi, parce que là, ça fait 100 épisodes, donc c'est sûr qu'on a plein d'idées de sujets, mais ce que j'aime beaucoup, c'est recevoir justement des demandes de sujets de la part des auditeurs. Alors j'en profite, Cynthia, je lance un petit appel. Si vous pouvez envoyer vos idées sur les réseaux, on pourra justement les incorporer dans notre planning. C'est là que la flexibilité rentre en jeu parce que tu t'adaptes aussi aux besoins de terrain, comme tu le disais, et ça permet justement d'intégrer des sujets qui sont aussi pertinents et utiles pour le secteur. Alors du coup, nous avons une deuxième question pour toi. La seconde question concerne ton organisation, plus généralement, et pas forcément autour du podcast. Donc, il y a eu plusieurs questions à ce sujet. On a beaucoup de curieuses dans nos clientes, puisqu'elles veulent toujours débusquer un peu les coulisses de la vie de Tiphaine. Et nous avons donc Audrey, Louise et Delphine qui se demandent comment arrivez-vous à vous organiser? Ouais, c'est de toute façon les clientes qui font les programmes d'accompagnement le savent. On parle beaucoup de gestion du temps. Pour ma part, j'essaie d'appliquer les préceptes qu'on apporte en tout cas pour les clientes. Moi, je planifie énormément. Je planifie tout en règle générale vers le mois de novembre. Voilà, c'est la saison. Parfois, je suis un petit peu en retard et je le fais au mois de décembre, mon Dieu. Je planifie tout ce qui va se passer d'important dans l'année. Et que ce soit au niveau professionnel, mais aussi au niveau personnel, parce que ça m'aide aussi, ça calme un petit peu mon anxiété, on va dire. Je passe beaucoup de temps sur ma gestion du temps. Et puis cette année, ce qui s'est passé, c'est que j'ai vraiment dû aller un cran plus loin dans le fait d'apprendre à prioriser. C'est vrai que ma gestion du temps, elle a un peu évolué parce que l'activité a grandi, parce que on a eu de belles intégrations dans l'équipe. On a fait des gros changements cette année aussi dans le programme d'accompagnement. Et donc cette année, ça a été la gestion du temps, on va dire avec les outils que j'utilise d'habitude, mais un peu plus challengé. Donc j'ai appris à encore plus prioriser. J'ai appris à dire non parce que j'ai reçu pas mal de propositions, de projets, d'interventions et en fait voilà mathématiquement ça ne rentrait plus dans le planning. Donc ça c'est la grosse nouveauté par rapport à ma gestion du temps. Pareil, un cran plus loin aussi dans la délégation à l'équipe. C'est ce qui fait aussi qu'on gagne en efficacité. Donc, apprendre à prioriser, apprendre à déléguer, ça, c'est vraiment mes évolutions, on va dire, de cette année. Et puis, grosse nouveauté, effectivement, apprendre à dire non. D'ailleurs, pour vous dire à quel point je suis un peu obsédée avec la gestion du temps, je planifie aussi mes mercredis, qui en fait, les mercredis sont les journées que je passe avec mes filles. Et je les planifie, mais heure par heure, à quelle heure, de telle heure à telle heure, je fais ma séance de yoga, de telle heure à telle heure, c'est la douche, etc. Parce que ça m'aide beaucoup à avancer de façon claire, à trouver mes priorités, etc. Donc, je prépare ma gestion du temps à l'avance. Bon, là, je crois qu'un message est passé. C'est vrai que quand on aborde la gestion du temps dans les programmes, comme tu l'as dit, c'est pour nous une priorité parce que on a besoin de faire de l'air et de s'organiser pour que tout puisse rentrer. Et donc ici, c'est bien agréable que tu nous partages justement la façon dont toi tu organises ton quotidien parce que même pour nous, au sein de l'équipe, tu es une grande source d'inspiration parce qu'en effet, tu es une personne très organisée et pour nous, ça reste un pilier aussi. Et si ça peut l'être pour bon nombre de nos auditeurs, auditrices et clientes, on sait que ça apporte un grand changement. La gestion du temps dans la façon de percevoir son quotidien, son rapport au temps, gérer les priorités, c'est pas toujours très simple et on a beaucoup de clientes qui rentrent en nous disant je sais pas par quel bout commencer, je m'en sors plus, je suis comme un hamster dans ma roue. Et toi, tu as réussi à créer cette organisation qui te permet de pas être un hamster dans la roue et c'est top. Ouais. Après, ça m'empêche pas, en fait, avoir ces outils de gestion du temps et utiliser cette méthode de gestion du temps. Ça m'empêche pas, à certains moments de l'année, d'avoir le débordement, le sentiment d'urgence, et puis aussi parfois le sentiment un peu de patauger dans la semoule. Mais la différence, je crois que quand on a vraiment ces outils et cette méthode, en fait, ces périodes de débordement, elles sont beaucoup plus courtes et j'arrive plus facilement à observer en me disant tiens. Voilà, ce qui se passe, c'est le débordement. Donc, ça veut dire que je dois revenir encore plus sur ma gestion du temps. Et là, je repasse 1 heure ou 2 sur mon planning. Bon, d'ailleurs, avec l'équipe, vous le voyez souvent, voilà, quand je les place quand même pas mal de rendez-vous. Je joue beaucoup au Tetris avec le planning. C'est une des clés du succès
Donc, on accepte quand on reçoit des petites notifications du petit rendez-vous qui a bougé. On se dit, ah tiens, Tiffaine est en train de revisiter sa gestion du temps. Et, donc, les clientes ont une troisième question pour toi. Donc là, c'est plutôt une question sur la thématique de choix stratégique. Donc là, c'est une question qui nous vient de Charlène. Est-ce que ce serait bénéfique d'avoir 2 marques de soins visage dans son institut ? Je vais peut-être, la réponse va peut-être vous décevoir parce qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse ici. Je vais pas vous dire 2 marques, c'est bien ou c'est pas bien. C'est avant tout, le choix des marques qui repose avant tout sur votre USP. Donc l'USP, c'est vraiment le positionnement de votre centre, ce qui vous différencie des autres. Il faut que le choix de vos marques soit absolument cohérent avec qui vous êtes, ce que vous faites et le type de résultat que vous souhaitez proposer. On a des clientes qui fonctionnent avec une seule marque, on a des clientes qui fonctionnent avec plusieurs marques. On peut très bien aussi avoir des produits stars qui sont composés de une boutique avec quelques produits stars de plusieurs marques différentes. Ça, c'est des concepts assez novateurs aussi et ça fonctionne très très bien. Notamment une gérante qui commande beaucoup ses produits à l'étranger et elle va aller prendre le peeling végétal de telle marque, le super beau masque de telle autre marque, le super contour des yeux ailleurs, etc. Ou bien on décide d'être engagé dans un partenariat plutôt monomarque. Donc là, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. La seule chose, c'est qu'il faut être cohérent. Deuxième point, super important avec le fait d'avoir une ou deux ou encore plus de marques, ce sont les stocks. Faut vraiment, vraiment faire attention à vos stocks. Si vous êtes multimarque, ça devient vraiment une priorité. Si vous êtes monomarque aussi, vous êtes une priorité. Mais dès qu'en fait, vous avez plusieurs marques, même si vous avez par exemple une marque visage, une marque différente pour le corps, une marque de maquillage, etc. En fait, vous devez absolument mettre en place cette procédure de stock. Et je lance un peu ça comme un cri d'alarme parce que je sais que c'est un sujet qu'on aborde énormément dans le cadre du programme. Et c'est un peu frustrant parce que c'est pas faute de le dire. Mais on se rend compte que la plupart des gérants de centres n'ont pas de procédure de stock. Et donc, c'est quand même des milliers, voire des dizaines de milliers d'euros qui sont, alors pas gaspillés, quoique ça peut être parfois du vrai gaspillage, mais c'est toujours de l'argent qui dort sur des étagères alors qu'on pourrait faire des choses formidables avec. Surtout quand malheureusement on nous annonce en début de programme que le salaire n'est pas forcément à la hauteur des espérances. Tu sais que moi c'est un sujet qui me tient encore plus à cœur. On milite évidemment pour que les gérants et les gérantes puissent se rémunérer mieux de leur travail. Donc quand on a comme ça des dizaines voire des centaines de boîtes qui dorment dans les placards ou sous les étagères, ça nous frustre un peu pour nos clients et nos clientes. Mais je pense que le message est passé. Alors, la question suivante, Tiffaine, c'est plutôt à propos de ta vision sur notre secteur d'activité, pour prendre un petit peu la température de ce que toi, tu imagines pour notre secteur. Donc là, c'est une question qui nous vient d'un membre de l'équipe, donc de Chloé, que pour certains, peut-être, vous avez déjà eu l'opportunité d'échanger avec elle par téléphone, puisque c'est elle que vous avez en premier contact lorsque vous contactez Expertise Spa Bien-être. Et donc, Chloé te pose une question très simple. Tiffaine, où vois-tu le secteur de l'esthétique dans 5 ans ? Et donc ça, c'est une question simple. Merci. Bah oui. Moi, je m'attends à ce que les transformations qui sont en train de s'opérer sur le changement des modes de consommation, des choix de consommation, ça va encore plus avoir lieu dans le sens de on va avoir des clients, des consommateurs qui seront beaucoup plus raisonnés dans leur comportement d'achat, des clients et des consommateurs qui vont peut-être consommer moins de produits. Moi, je me souviens il y a encore 15 ans, en parfumerie, c'était des kilomètres et des kilomètres de produits, des petits produits par-ci, des petits produits par-là. On a un espèce de foisonnement de cosmétiques dans notre secteur qui est assez impressionnant. Donc, je pense que on va peut-être avoir un ralentissement de ce foisonnement au profit de produits de meilleure qualité, ou bien notre clientèle et les consommateurs vont réfléchir à 2 fois en fait en termes d'achat. Ils vont plutôt choisir des achats qui ont de l'impact, soit du résultat pour leur peau, donc vraiment des produits actifs et efficaces,
ou bien des produits qui sont engagés dans des démarches de production un peu plus éco-responsables. Je pense que la deuxième chose aussi qui va se renforcer, c'est que comme on fait plus de choix et on se pose de façon plus consciente dans nos méthodes de consommation, on va plutôt se préoccuper de choisir les professionnels de la beauté qui vont nous procurer du résultat, donc soit de transformation, soit du bien-être, et surtout du service client. Et je crois qu'on va être vraiment de plus en plus exigeant sur le savoir-être, le savoir accueillir un client, le savoir communiquer avec un client, le savoir entretenir la relation avec un client. Et ça va vraiment se renforcer. Et puis, en termes de positionnement des centres de la beauté professionnelle, je crois que globalement, les 3 types d'USP, donc les 3 types de positionnement qu'on a actuellement, ça va définitivement se renforcer, c'est-à-dire qu'on aura encore plus de spécialistes, et ça va aller encore plus profondément, entre guillemets, dans la spécialisation. On va avoir encore plus de propositions sur le domaine de l'holistique, avec beaucoup de choses pratiques intégratives. Donc, on va mêler les pratiques esthétiques à des pratiques de mieux-être, de la méditation, du yoga. Ça existe déjà, en fait, mais on va incorporer encore plus cette dimension dans les soins et dans les prises en charge des clients. Et puis le 3e type de USP, c'est la beauté traditionnelle, qui va rester, mais qui aura besoin, en fait, d'avoir une identité très claire. Là, on a le paysage qui évolue petit à petit, comme tu dis, et d'ailleurs, nous on le voit au travers des accompagnements que l'on peut faire dans le cadre du programme. Et justement, ça me permet de faire le lien avec la question prochaine, donc de Caroline, puisqu'on a la chance de pouvoir justement accompagner à titre individuel chaque client et chaque cliente dans le cadre du programme. Et donc, la Caroline te demande... Tiffaine, quel est le coaching qui t'a le plus marqué dans ta carrière ? J'en ai pas un enfin si, j'en ai un, je vous le dirai après, mais globalement, les coachings individuels, en fait, ils m'interpellent tous, dans le sens où je refais tout le temps le film des confirmations, enfin pas le film, mais je refais tout le temps le déroulé d'une séance de coaching une fois qu'elle est terminée. Ça me permet peut-être de digérer un peu les informations, d'essayer de comprendre un peu plus l'état émotionnel de la cliente, qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui pour elle, etc. Et ça, cet exercice que j'ai fait, je le faisais depuis le début. Au fur et à mesure, ça m'a permis justement d'avoir un peu une palette de situations et de comprendre un peu les demandes ou les attentes des clients en coaching. Donc, il n'y en a pas, on va dire, en coaching individuel, il n'y en a pas un qui m'a plus marqué que d'autres. À chaque fois, ça laisse quand même une empreinte. En revanche, je me souviens d'une session de coaching de groupe que j'avais animée au sein de l'espace membre, donc pour les clients qui sont avancés au niveau 2. Et c'était une session où je recevais une de nos clientes qui se reconnaîtra certainement. Et donc voilà, je fais le coaching avec cette cliente. Et juste à la fin du coaching, c'était très intense au niveau émotionnel. Et à la fin du coaching, je me suis juste permis de dire bon bah là voilà, je voulais juste te passer un message, c'est hors contexte du coaching et voilà, j'ai voulu passer un message personnel en enlevant en fait ma casquette de coach et mon costume de coach. Et là, je me suis effondrée en larmes et je pense qu'on était toutes derrière l'ordinateur effondrées pendant cette séance-là. Donc ça, on va dire que c'est la séance de coaching de groupe qui m'a le plus marqué parce que c'était quand même assez intense. Ouais, un peu comme aujourd'hui où tu te dévoiles un peu plus, t'as enlevé ta casquette de coach comme tu dis, et puis on a nous aussi des émotions en tant que coach, en tant qu'accompagnant, c'est toujours un peu difficile de jauger quelle est la meilleure place. Puis on a aussi des sentiments, on reste des humains aussi derrière notre ordinateur. On a tout été aussi dans le secteur et sur le terrain à un moment donné de notre carrière. On sait très bien ce que vous vivez et ça nous permet parfois d'être à vos côtés dans les bons moments pour se féliciter, mais aussi dans les moments un peu plus difficiles quand il y a des émotions qui prennent le dessus, quoi. Ouais. Et puis surtout dans certaines séances de coaching, en fait, la vie professionnelle et la vie personnelle n'est jamais séparée. Surtout quand on est chef d'entreprise et donc quand on accompagne des chefs d'entreprise, on a notre rôle
de coach, donc de guider, de poser des questions et de donner de la clarté dans les réflexions et dans les décisions. On est aussi beaucoup amené à partager finalement la vie personnelle qui se passe autour. Et c'est en ça, moi, je trouve que c'est hyper enrichissant et c'est ce qui m'intéresse le plus, en fait, finalement, c'est de comprendre l'être humain, pas tant dans, enfin, sa casquette professionnelle. On va dire que ça, c'est peut-être le morceau le plus facile, entre guillemets, pour moi. Mais ce qui m'intéresse davantage, c'est justement de comprendre l'être humain, comment on réfléchit, comment on traverse les émotions et comment elles impactent, en fait, notre décision. Et c'est en ça aussi où je pense que le coaching et l'accompagnement, quand on est chef d'entreprise, ça devient absolument capital en fait. Bon, bah justement, merci pour la transition. Ah là là, en plus je fais les transitions. Bah oui, tu fais les transitions en plus. Comment elle a commencé, Tiffaine, ESBE? Alors, il y a eu aussi des petites curieuses qui demandaient à quel âge as-tu commencé ESBE. Donc là, ce sont des questions qui viennent de Tiffaine, tu as un homologue, Ouais. et de Audrey. Là, vous voulez que j'avoue mon âge, en fait. C'est ça la question, que j'ai compris. C'est un peu une private joke parce que c'est souvent, quand on fait des événements, souvent les clientes me demandent, mais t'as quel âge, etc. Donc, je sais pas si je vous fais la réponse que j'aime beaucoup et qui m'amuse. Je fais croire que j'ai encore 28 ans, parfois 32, ça dépend de mon état de fatigue. Donc, j'ai commencé Expertise Spa Bien-être en 2015 et j'avais 29 ans. C'était une année assez dense 2015 parce que j'ai quitté donc mon ancien poste de directrice de spa, j'ai créé Expertise Spa Bien-être et c'est aussi l'année de mon mariage. Donc il s'est passé plein de choses. Et comment j'ai commencé? En fait, je m'étais déjà posé la question quelques années auparavant si je lançais pas une activité à mon compte. J'avais un parcours dans la formation, j'avais reçu une formation de formatrice et puis voilà, j'étais un peu une curieuse de savoir comment faire pour faire fonctionner son centre, comment faire pour manager une équipe. Je me suis très vite posé beaucoup de questions. Et en 2015, finalement, c'est au cours d'une conversation avec Valérie au téléphone. J'étais dans un parc juste derrière le spa. J'avais eu encore une journée assez difficile et je voyais plus trop. Voilà, je pensais que j'arrivais un peu au bout et je savais plus trop. Voilà, quelle était la suite? Et Valérie m'a dit bon, mais maintenant, Tiffaine, avec tout ce que tu as vécu, tout ce que tu as appris et tout ce que tu as fait, il est peut-être temps que tu te lances. T'as beaucoup de choses à apporter au secteur et voilà. Et donc en fait, elle m'a mis le pied à l'étrier, Valérie. Et je me suis dit, en fait, voilà, j'avais rien à perdre à essayer, en tout cas. Donc, j'ai essayé. Eh ben, t'as bien fait d'essayer. Parce que, en tout cas, moi, personnellement, j'en ai profité au tout début de SBE, puisque c'est là que l'on s'est rencontrés sur ta première session avec Valérie, justement, en présentiel. Et pour moi, ça a été à la fois une révélation, une grande aide, et puis ça m'a aidé aussi à devenir la personne que je suis aujourd'hui. Ça nous a permis de rester en contact aussi, et puis d'être aujourd'hui à tes côtés. Donc, tu as bien fait de faire démarrer ESBE, parce que le secteur en avait besoin, et c'est vraiment épanouissant en fait de pouvoir travailler aux côtés de toutes ces clientes qui ont besoin un jour, toujours, parce qu'on a beaucoup de clientes qui nous disent SBE un jour, SBE toujours, bah la preuve. Après, c'est beau, hein. C'est vrai qu'on a des retours comme ça de clientes. Parfois, je suis franchement étonnée de l'impact qu'on peut avoir aussi dans la vie de ces chefs d'entreprise. Je crois que c'est la plus belle récompense en fait. Quand on nous dit ESBE, oui, ça m'aide dans la gestion de mon centre. Donc là, on est content parce que c'est un peu notre objectif premier. Mais souvent on nous dit c'est pas que ça en fait, c'est aussi un accompagnement de personnel, une réflexion personnelle. Quand on a des clientes qui nous disent vous avez changé ma vie, bah voilà, que rajouter d'autre? C'est ça. Bah justement, la question suivante qui nous vient de Valérie, qui te challenge un petit peu sur la partie équipe, management, leadership, puisque c'est un de ses sujets favoris. Comment justement tu as pu monter l'équipe en 10 ans avec une structure qui te soutient à toi? Et quel est ton sentiment d'entrepreneur d'avoir eu un succès là-dessus?
Eh ben, j'ai envie de vous répondre que j'applique les enseignements de mon maître Valérie, bien sûr. Non, mais sur la partie gestion d'équipe, développement de SBE, j'aime beaucoup, beaucoup travailler sur la structure. Déjà, c'est un sujet qui me passionne. C'est pour ça que je tiens à accompagner des chefs d'entreprise. C'est que cette partie de structure, de monter une entreprise, de la faire grandir, et de mettre en place une gestion différente, on va dire, à chacune des étapes de développement, ça, c'est un sujet absolument passionnant pour moi. Donc, je travaille beaucoup sur la structure pour Expertise Pas Bien-être. Comme je vous ai dit, j'essaie d'appliquer les préceptes à moi-même. Et puis, voilà, je me pose beaucoup de questions systématiquement. Est-ce que la vision est claire? Est-ce qu'elle est suffisamment précise? Est-ce que notre système de travail en équipe fonctionne? Et depuis presque 10 ans maintenant, en fait, chaque année, il y a eu une évolution. Chaque année, il y a eu des changements et des transformations. Pour vous donner un exemple, cette année, au mois de juin, lors de notre séminaire, on a reconcentré vraiment le travail en équipe. C'est-à-dire que j'ai redonné la vision de SBE qui avait évolué. Donc ça, c'est la vision, on l'a fait chaque année au mois de janvier, mais là, voilà, j'avais besoin en fait de la clarifier encore plus. Donc voilà, je l'ai présentée à l'équipe. J'ai creusé, approfondi aussi le système de valeurs qui était important à avoir au sein de l'équipe. Parce que voilà, l'équipe grandit et il faut faire évoluer un petit peu la façon dont l'équipe fonctionne. On a refait aussi au mois de juin l'organigramme, donc le qui fait quoi. Ça, c'est quelque chose aussi qu'on redistribue un petit peu au fur et à mesure des évolutions. On a fait un gros travail sur notre système de travail en équipe, justement parce que la particularité chez Expertise Pas Bien-être, c'est que, et ça a été dès le début, tout le monde est en télétravail. Donc voilà, Cynthia, toi, t'es dans le Var, on a des équipes sur Paris, en Bretagne, du côté de Nantes. Voilà, on est un petit peu partout en France. On travaille depuis chez nous et donc on est obligé d'avoir un système, des outils pour collaborer. Et donc ça, on a refait un gros travail de mise à jour, on va dire, au mois de juin. Et c'est comme ça, je pense, que l'équipe peut grandir, que l'équipe peut grossir, voilà, en assurant que la communication passe, que on fasse évoluer nos procédures. En fait, exactement ce qu'on raconte dans le cadre du programme et ce qu'on apporte en fait à nos clientes, forcément, je regarde de quelle façon nous on se les approprie. Et puis tout à l'heure, je parlais de la délégation à l'équipe. Là, depuis, on va dire 2-3 ans, je vois que même l'équipe, vous êtes force de proposition en disant bah oui, là on n'a pas été suffisamment clair sur la communication, c'est un peu flou. Et donc souvent on revoit justement notre système, nos entretiens, nos réunions. Et puis maintenant, même vous créez des procédures de façon autonome. Donc c'est ça en fait qui est super intéressant quand on travaille avec une équipe, c'est que ça donne une puissance mais complètement différente. Ouais, merci en tout cas pour ce partage. Il y a donc Séverine qui a voulu te poser une question. Est-ce que Tiffaine, tu as toujours la même vision qu'au début de ton aventure? Ouais, j'ai toujours la même vision. Alors c'est marrant parce que il y a 10 ans, j'ai commencé, j'étais dans mon petit 30 mètres carrés à Paris. Et je m'étais fait justement un vision board parce que j'avais déjà cet outil-là. Et ma vision, c'était que ESBE grandisse et qu'on ait justement des formatrices référentes un peu sur toutes les régions. Ça, quelque part, c'est un peu ce qui est mis en place là maintenant. Je sais qu'on a un prochain enjeu et un prochain projet de développement qui va prendre quelques années. Mais en tout cas, c'est toujours la même vision au départ. C'est vraiment permettre aux gérants, aux managers de notre secteur de se sentir vraiment épanouis, d'avoir des outils qui leur facilitent la vie, d'avoir des réponses à des situations difficiles et de ne pas rester seul avec ces questionnements. En fait, d'avoir cette ressource. Voilà, je considère que SBE, c'est vraiment une ressource. Et puis maintenant, c'est devenu encore plus, c'est devenu un peu une communauté avec des gens qui partagent le même état d'esprit, voilà, qui n'ont pas forcément les mêmes positionnements ni les mêmes typologies de centres, mais en tout cas qui ont cette même envie d'évoluer, de réfléchir différemment et de s'accrocher à leur projet.
Voilà, ça a toujours été et c'est ce qui est resté, qui s'est simplement d'ailleurs renforcé. Quand on vit le quotidien à tes côtés, on sait que pour toi, la vision, c'est toujours retravailler, mais à la fois toujours très clair. Et ensuite, ça nous permet justement de travailler sur des projets. Tu as dit qu'on avait des gros projets en cours. Justement, Mathilde est un peu curieuse. Et on a beaucoup de clientes qui sont curieuses, mais en tout cas, Mathilde a osé poser la question. C'est Tiffaine. Quel est ton prochain projet, celui que tu aimerais vraiment voir aboutir? Un nouveau module, quelque chose auquel tu penses peut-être, sur lequel tu es en train de travailler en ce moment. Voilà. Quelle est-elle? Qu'est-ce que c'est? Voilà. Petit rire de suspense, bien sûr. L'année prochaine, ça va être une grande année. On est hyper enthousiaste. D'ailleurs, ça, c'est ce qu'on a travaillé aussi au mois de juin. On s'est créé en fait une bibliothèque de projets dans lequel toute l'équipe donne ses idées. Et chaque année, on se prend un temps et on sélectionne les idées. Donc, on a sélectionné des super projets pour l'année prochaine. Je peux pas trop vous dire à l'heure où on enregistre le podcast. En fait, je peux pas trop vous révéler de quoi il s'agit. En tout cas, je peux déjà vous dire que l'année prochaine, ça sera les 10 ans de SBE. Donc, il va se passer des choses, forcément, des événements. On va fêter ça. Et j'avais envie de fêter ça de façon un peu différente que ce qu'on a un peu l'habitude de voir. Et juste par rapport au deuxième gros projet, ce que je peux vous dire, c'est rester connecté vers le mois de mars, avril, sur ce qui va se passer sur les réseaux. Je vous invite grandement à venir sur le prochain congrès du mois d'avril pour découvrir ce qui va se passer. Voilà. Bon, tu nous as mis l'eau à la bouche. Bon, j'espère que, là, peut-être que le site du congrès va commencer à chauffer un peu pour que chacune réserve ses places pour pouvoir définitivement venir à notre rencontre. En tout cas, vous savez qu'on est toujours ravis de vous retrouver sur le stand. C'est maintenant la 4e année. C'est ça qu'on va être présente sur le congrès. Je me souviens du premier congrès qu'on a pu faire au tout début. C'était une grande épopée. Mais là, on est toutes prêtes. Fin prête à vous recevoir sur ce congrès. On a hâte justement de vous présenter cette méga surprise. Évidemment, nous on sait déjà, mais on gardera le secret bien au chaud jusqu'au bout. Et d'ailleurs, on a une petite question qui a été posée parce que nous, ça nous fait beaucoup rire au sein de l'équipe parce que tu nous fais profiter de ce talent à fréquence régulière. Donc Charlène te demande: où as-tu appris ce bel accent québécois? Où est-ce que j'ai appris l'accent québécois? Mais je vais vous dire une chose, c'est que je suis une grande fan de Céline Dion, puis depuis que je suis toute petite, je l'écoute, j'écoutais ses vidéos, ses chansons. J'ai d'ailleurs appris l'anglais grâce à Céline. Je prenais mon dictionnaire d'anglais et puis je regardais les paroles dans les CD, puis j'essayais de trouver la traduction du mot, puis ça voulait pas dire grand-chose quand on fait de la traduction mot à mot, mais bref. Donc voilà. Donc non, mais j'aime beaucoup le Québec. C'est vraiment une ambiance que j'adore. J'ai eu la chance effectivement cet été d'y passer un petit moment. Donc je n'ai pas pu pratiquer parce que on n'a pas le droit. Mais voilà, vous savez mon petit secret. Pour finir, je crois que c'est assez amusant parce que c'est la dernière question que tu poses à chaque interview dans tes épisodes du podcast. Et c'est une question de Mylène. Si elle devait choisir un conseil pour réussir, ça serait lequel? Alors ça, c'est cadeau. Le conseil que j'aurais pour réussir, je crois que c'est de se remettre en question. En fait, de remettre en question sans forcément dire voilà, ce que j'ai fait, c'était pas assez bien, c'était pas comme ci, comme ça, mais c'est vraiment se questionner. Est-ce que ce que j'ai fait était suffisamment précis? Est-ce que ça a été suffisamment efficace? Et surtout, se remettre en question, est-ce que j'y prends toujours du plaisir? Et je crois que ça doit faire peut-être 2 ans ou 3 ans. J'ai l'impression que dans notre secteur, on perd un peu cette notion de plaisir, en tout cas quand il y a des situations difficiles et ce qui est normal. Mais ouais, se remettre en question, ça permet vraiment, je trouve, d'avancer de façon encore plus puissante que tout le reste. Je trouve que ça redonne beaucoup d'énergie et chaque année, au même titre que je fais mon planning sur 12 mois, voire 18,
je me donne toujours un petit temps pour regarder qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui a fonctionné, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné. Et c'est vraiment un système d'analyse que je conseillerais si on veut justement progresser et évoluer dans ses pratiques et dans sa façon de penser. Merci beaucoup, Tiffaine, en tout cas, d'avoir accepté d'échanger les rôles pour cette fois. Ça a été un grand plaisir pour moi d'animer ce podcast. Je me suis mise dans la peau de Tiffaine. Au bout de 100 épisodes, quand même, tu auras tenu bon avant de déléguer pour une fois cet exercice. Déjà qu'on se ressemble, à chaque congrès se passe et on te prend pour Tiffaine. Maintenant, tu es carrément hôtesse du podcast. Voilà. Ben oui, mais je ne sais pas faire l'accent québécois. J'ai pas cette compétence-là, donc jusqu'au bout, tu auras quand même toujours un axe de différenciation. C'est mon USP. C'est ton USP. Merci beaucoup, Cynthia. En tout cas, c'était un exercice assez drôle. Ça m'a beaucoup plu. Merci pour vos idées, fabuleuses. Si vous aimez ce podcast, rendez-vous sur le site Expertise Pas Bien-être pour découvrir les cours et le programme d'ESVE qui ont déjà aidé des milliers de gérants, managers et leurs équipes à développer leurs compétences et les performances de leur business. N'oubliez pas de vous abonner au podcast dans votre plateforme d'écoute préférée et de nous partager votre avis. Cela nous aide énormément. Merci et à la semaine prochaine.